Mes chers amis, nous voilà mi-décembre et je ne sais pas si vous fêtez Noël, mais moi je dois vous avouer que les fêtes de Noël me dépriment un petit peu. Il paraît que je ne suis pas la seule, que c'est une source de stress pour une majorité de Français. Ça commence avec l'achat des cadeaux, ou plutôt l'errance avant l'achat des cadeaux. Quelle épouvantable prise de conscience de notre égocentrisme que de redécouvrir chaque année que nous sommes bien incapables de savoir de quoi les personnes dont nous sommes le plus proches peuvent bien avoir envie. Quand on sait en plus que de tout temps, ce sont les grands-parents qui offrent le plus de cadeaux à Noël pour en recevoir le moins, Noël et son jeunisme ont de quoi coller le cafard. Gâtés par leurs grands-parents, les enfants, les supposés rois de la fête de Noël, ne le sont pas pour autant par l'existence. La découverte, en pleine cour de récré, un matin froid et gris de décembre, le nez plein de morve et la manche coincée dans le manteau, de la conspiration du Père Noël est, selon les sociologues, l'un des premiers rites de passage vers la maturité. Une des premières épreuves de la vie, le début d'une longue série. Car les fêtes de famille sont aussi et surtout l'histoire cruelle d'un espoir perpétuellement douché, celui d'une vie de famille qui ne serait que douceur et harmonie. Qu'on le veuille ou non, nous idéalisons la soirée du réveillon tellement la pression médiatique est immense. Depuis la moitié du 19e siècle, chacun rêve de retrouver, au soir des fêtes de famille, l'harmonie totale entre les siens. Même les parents séparés font l'effort de se réunir pour cette soirée qui se doit d'être spéciale. Or, chacun le sait, la réalité ne peut être à la hauteur de ce fantasme délirant. Car avec les fêtes de fin d'année viennent inévitablement les débats sur le foie gras, l'élection présidentielle ou encore l'écriture inclusive. Et il est difficile, quand on fait partie de la team progressiste comme vous et moi probablement, de ne pas finir par se voir taxé de ne pas être assez pédago, d'en faire trop, d'être trop radical ou encore de desservir sa propre cause. Mais pas cette année, mes amis. Cette année sera différente, car nous sommes à vos côtés durant toute cette période. Dans cet épisode spécial d'On peut plus rien dire, nous allons apprendre à gagner les débats, ou du moins essayer de gagner les débats. Et si vous ne fêtez pas Noël, ce guide est utilisable, évidemment, pour toutes les autres fêtes de famille. Non mais laissez-moi parler, c'est vraiment insupportable. On peut plus rien dire. Vraiment, c'est n'importe quoi. On peut plus rien dire. Et la prochaine fois, ça sera quoi? On peut plus rien dire. Qu'est-ce que c'est que ça? On peut plus rien. On peut plus rien dire. On peut plus rien dire. On va le dire quand même. Mes chers amis, c'est un immense honneur de vous accueillir au sein de cette nouvelle édition d'On peut plus rien dire. Nous allons passer la prochaine heure ensemble et je m'en réjouis. Chaque semaine, nous nous retrouvons pour tenter de répondre à une question autour de l'actualité. Cette semaine, nous nous demandons comment faire pour gagner les débats de Noël. Parce que chaque personne est un monde et chaque famille une mini-société, nous allons essayer durant la prochaine heure d'apprendre à gagner la bataille culturelle au sein de nos propres foyers, ou du moins essayer d'apprendre à supporter cette période sereinement. Avec nous pour répondre à cette question, j'ai la joie de recevoir Bertrand Perrier, avocat et enseignant, auteur de Sauf qui parle, quand la parole change la vie. Et aussi Perrine Enrault, vous êtes coach en prise de parole, ancienne chanteuse lyrique et autrice de Mystère et Pouvoir de la voix. Et pas de chronique, mes amis, cette semaine, exceptionnellement, mais vous les retrouverez pendant toutes les vacances. Et à la rentrée, nous reviendrons avec un nouveau petit format spécial. Alors, première question. Je me tourne vers vous peut-être, Bertrand Perrier. Est-ce qu'il est nécessaire, ou est-ce qu'il est même utile, ou est-ce qu'il y a même un intérêt à débattre des sujets de politique ou de société avec ses proches pendant les fêtes de fin d'année? Est-ce que ça sert à quelque chose, ces débats? Non, ça ne sert évidemment à rien, ça sert uniquement à se fâcher, puisque dans un débat, la question est de savoir si on aborde le débat de façon éthique et morale, ou si on aborde un débat pour le gagner. Si on aborde un débat comme un pugilat, ça n'a aucun intérêt. Si on transforme le débat en discussion, ça peut en avoir, mais le moment du réveillon et le contexte familial ne permet pas un réel débat, puisque un débat, c'est un débat au cours duquel on pourra changer d'avis. Sinon, ça n'est pas un débat, c'est une joute. Et donc, évidemment, le contexte du réveillon, où chacun voudra l'emporter, personne ne voudra perdre la face devant la famille d'une façon générale. Et donc, on va simplement se fâcher. Et je crois que le
le bilan coût-avantage on parle de me rien paraît faible. Ah, je crois évidemment que c'est un moment où il faut surtout ne parler que de choses sur lesquelles on peut être d'accord. Et vous allez évidemment avoir les questions des antivax au réveillon. Alors ça va pulluler et des familles vont se brouiller. Et la question, c'est de savoir qu'est-ce que vous avez à gagner à cela. Est-ce que vous préférez finalement tenter de convaincre un antivax forcené de se faire vacciner, ce à quoi vous ne parviendrez pas, ou est-ce que vous voulez définitivement quitter la table avant la dinde? C'est un choix. Soit vous êtes finalement une sorte de croisé de la vaccination et vous préférez la santé publique à votre famille, soit vous vous dites que finalement pour une soirée, eh bien la 3e dose attendra et que vous préférez passer un bon moment et préserver votre famille plutôt que d'être l'ultime défenseur du Pfizer. Ok, écoutez, si on part comme ça, imaginons alors à comment on peut quand même donner quelque part des outils ou des arguments pour les personnes qui nous écoutent. Peut-être pas pour le réveillon de Noël, alors si elles ont envie de plutôt la jouer pacifiste. Mais je me pose quand même la question de est-ce que les débats dans les familles ou les débats avec ses proches, ils ont forcément une influence dans la façon dont on réfléchit, dont on voit le monde, dont on perçoit l'actualité. Ce sont aussi les gens avec qui... ce sont nos proches aussi avec qui on se forge nos convictions. Perrine Henrot, qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, je pense qu'on se forge effectivement des convictions en famille en même temps. Et en même temps, dans une famille, on a parfois des avis divergents. Cela dit, par rapport au problème vaccinal, moi je le vois déjà en amont, savoir est-ce qu'on va passer le réveillon ensemble, ceux qui sont vaccinés et ceux qui ne le sont pas. Est-ce que ça sera le moment d'aborder ça en famille ? Pas forcément. Si on y est, c'est qu'on s'est mis d'accord avant. Mais donc, à vous écouter, c'est l'échec de l'argumentation, l'échec de la pensée. On parle de rien avec les gens parce qu'on va les fâcher. Enfin, c'est l'enfer, en fait, cette vision du monde. Ah non, moi j'ai pas dit ça. Moi, j'ai pas dit qu'on pouvait parler de rien. Du coup, c'est aussi sous-considérer les gens qui nous sont proches. Peut-être qu'on peut avoir des débats intéressants avec eux. Peut-être qu'ils sont pas forcément complètement débiles. Peut-être qu'on peut les faire évoluer. Peut-être que c'est eux qui vont nous faire évoluer. Enfin, c'est d'une tristesse absolue, là. Réveillez-vous, c'est pas possible de penser comme ça. Alors moi, attendez, moi j'ai jamais dit qu'on pouvait débattre de rien. Oui, je pense que moi j'aime bien au contraire débattre, amener des sujets intéressants, pas juste parler de la couleur de la dinde, si elle est trop cuite ou pas assez cuite. Donc je pense qu'on peut amener des sujets. Après la question est effectivement, est-ce qu'on veut être là pour gagner ? Et ça, en tout cas, c'est pas mon cas. Ou pour avancer. Pour gagner, si vous voulez, c'est une petite boutade. La question se pose aussi, qu'est-ce que c'est gagner un débat ? Est-ce que c'est peut-être créer du trouble ? Est-ce que c'est peut-être justement accepter de pas être d'accord et se dire que très bien, on a le droit de pas avoir les mêmes opinions. Qu'est-ce que c'est gagner ? C'est peut-être ça aussi gagner, tout simplement. C'est peut-être maintenir un lien avec une personne qui pense pas comme nous. C'est peut-être ça gagner. Moi, c'est comme ça que je l'entends. Oui, je pense que dans tout débat, il y a effectivement le sujet dont on parle et puis le lien avec la personne. Et ce qui est fondamental, si on veut gagner quelque chose, je crois, en tout cas, c'est de garder le lien, de pas casser le lien. Et là, déjà, on a gagné quelque chose. Après, peut-être qu'on a gagné aussi si soi-même et l'autre, on a été amenés pendant cet échange à évoluer un tout petit peu sur nos positions. Non mais la question est de mettre de l'affect ou pas dans le débat. En réalité, est-ce que parce que je ne suis pas d'accord avec toi, et je ne t'aime pas, est-ce que finalement la personne est réductible à ses opinions, ou est-ce que en dépit d'un désaccord sur une idée ou une autre, eh bien l'affection demeure, puisque évidemment le moment familial est un moment d'abord personnel, et donc la question est de savoir si une personne est réductible à ses opinions. La réponse est évidemment non, mais parfois certains ne le pensent pas, et donc le présupposé d'un débat possible, c'est que la personne n'est pas réductible à ses opinions et que peut-être en désaccord, et que peut-être on peut être en désaccord violent sur une question et conserver un lien. L'introduction que je faisais en première réponse présupposait que chez certaines personnes, eh bien, le désaccord est une agression personnelle. Et il faut se départir de cette idée et se dire que on peut avoir un débat et repartir meilleurs amis. Vous savez, les avocats connaissent ça très bien. Nous nous écharpons violemment à l'audience et nous allons boire un café derrière. Parce que il y a d'un côté la thèse que l'on soutient et de l'autre la personne que l'on est. Et donc, il faut bien distinguer. C'est vraiment la condition d'une soirée de Noël réussie. C'est « je ne suis pas d'accord, mais je t'aime quand même ». Et comment faire ? J'entends ce que vous dites quand on est en désaccord sur un sujet, que ce soit politique ou sociétal, mais quand le désaccord touche à des valeurs qui sont
on va dire, fondamentales. Par exemple, si une personne qu'on aime va tenir des propos qui sont considérés comme soit racistes ou homophobes, qui sont plus de l'ordre de l'opinion, qui sont autre chose, qui sont même illégales ou interdites. Dans ces moments-là que les choses deviennent délicates. Comment faire dans ces cas-là ? Je crois qu'il faut arrêter tout de suite parce qu'on va se fâcher. Si une vision du monde est radicalement impossible, il faut mettre de côté les idées pour ne plus parler que des questions personnelles. Si on laisse envahir la sphère du personnel par une idéologie avec laquelle on est en rupture absolue, totale et définitive et qu'aucun accord, ni même aucun pas vers l'autre n'est possible, évidemment il faut arrêter. Mais vous savez... Aussi pour s'en protéger, parce que parfois la violence des arguments en face peuvent être très, très, difficiles à entendre. Mais c'est insupportable. Le nombre de jeunes homosexuels qui doivent à Noël supporter les propos homophobes de leur famille, créer des drames à chaque fois. Mais vous savez, finalement, le repas de Noël ou toutes ces autres réunions de famille sont aussi des occasions de débat. Si encore une fois, on met des présupposés dans le débat, à savoir on n'est pas d'accord mais je t'aime quand même. C'est des moments où on peut en effet échanger de façon peut-être un peu plus longue. Ça me rappelle une expérience qui a été faite en 2019 aux États-Unis qui est intéressante, qui s'appelle America in One Room, c'est-à-dire l'Amérique dans une seule pièce. On a mis 500 personnes dans une pièce pendant 4 jours. Ils étaient républicains et démocrates et ils n'étaient d'accord sur rien. Et pendant 4 jours, ils ont pu débattre, ils ont pu consulter des experts, etc. Et ils avaient identifié au début 26 points de désaccord radical. Et au bout de 4 jours, il n'en restait plus que 4. C'est-à-dire que finalement, si on accepte les règles du débat, eh bien, avec un peu de temps et un peu d'honnêteté et un peu de morale et d'éthique dans le débat, on peut se mettre d'accord sur quasiment tout. Comment on peut utiliser sa voix comme un instrument pour essayer de faire passer, pour essayer de défendre au mieux possible ses convictions, Perrine Henrot ? Alors la voix, c'est quelque chose d'étonnant parce qu'on l'utilise tous les jours et en fait, on n'y pense pas. Et souvent, effectivement, je suis confrontée à des gens qui me disent « Mais oui, mais moi, je maîtrise pas ma voix quand je suis passionnée, quand j'ai une émotion. » Notamment des femmes qui disent « J'ai la voix qui me monte dans les aigus. » Et c'est souvent, je pense aussi dans les débats, ce qui peut poser problème, outre les valeurs, c'est la manière dont on s'exprime et l'intonation qu'on va donner à ses propos. Donc les personnes vont pouvoir se sentir agressées par le ton de voix. Et la voix, ça se travaille. En fait, c'est travaillé inconsciemment, on peut la travailler consciemment. Ça commence par l'écoute. Parce que quand on parle, notre cortex auditif se coupe, c'est-à-dire qu'on ne s'écoute pas parler. Parce que c'est une économie d'énergie du cerveau. Est-ce qu'on est trop concentré sur ce qu'on dit ou Non, c'est le cerveau qui se dit ok, ça c'est pas la peine. Je connais ce son-là, je connais la voix, donc ma propre voix. Au moment où je parle, généralement, je ne l'écoute pas. Et si la première chose à faire pour maîtriser sa voix, c'est de se forcer à l'écouter. C'est-à-dire comment ma voix sonne au moment où je parle. Est-ce que c'est vrai que dans un débat, celui qui s'énerve, c'est celui qui a perdu, quelque part ? Ou est-ce que c'est un signe de... qu'on se laisse emporter ? Est-ce que c'est toujours négatif de s'énerver dans un débat ? Je pense qu'on n'a pas forcément perdu. Si on s'énerve, c'est qu'on est touché dans ses émotions, peut-être dans sa fierté, dans son ego ou dans ses valeurs. Et que c'est une manifestation de ce côté « je suis touché ». Est-ce que quand on est touché, on est perdu ? On a perdu ? Pas forcément. Pas forcément. Après, le problème de l'émotion, c'est qu'elle va couper le débat, souvent. Et toute la question, c'est en face, comment j'accueille cette émotion ? Comment j'accueille cette émotion ? Et je crois, vous disiez tout à l'heure, est-ce qu'on peut discuter quand il y a quelqu'un qui a vraiment des valeurs complètement opposées aux nôtres ? C'est quelque chose de compliqué, mais c'est là où est le vrai sujet, effectivement. Et peut-être que la première chose, c'est d'essayer de comprendre. Et notamment comprendre quand il y a une émotion. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que la personne réagit aussi violemment ? Donc si une personne s'énerve en face de nous, à garder en tête que ça veut dire que probablement elle se sent heurtée quelque part dans sa fierté ou dans ses valeurs ou dans ses convictions. Oui. Donc ça peut être une question qu'on pose en disant pourquoi, qu'est-ce qui je sais pas, qu'est-ce qu'on peut dire. Qu'est-ce qui te touche autant dans ce sujet ? Oui. En quoi c'est important pour toi ? Oui. Qu'est-ce qui se passe pour toi quand j'évoque ça ? C'est pour le coup questionner la personne effectivement sur ses valeurs, sur son ressenti, sur son émotion. Et pourquoi pas le verbaliser à sa place.
J'ai l'impression que c'est quelque chose qui te touche beaucoup, qui te tient à cœur, parce que je pense qu'il faut d'abord désamorcer l'émotion, comprendre la personne, comprendre son émotion, avant d'argumenter. Et souvent, on fait l'inverse. On argumente avant d'accueillir l'émotion et de désamorcer ce qui se passe chez la personne. La question de l'écoute est évidemment déterminante et depuis le début de notre discussion, nous évoluons sur le rapport entre le rationnel et l'irrationnel dans le débat. Est-ce que le débat serait une sorte de mécanique dans laquelle il y aurait des règles ou est-ce que finalement il y a une part d'humain irréductible qui fait que le débat c'est d'abord de la chair et de la pâte humaine? La question de l'écoute est déterminante au sens où, me semble-t-il, les gens qui ont des convictions très arrêtées, vous savez, on parle d'idées arrêtées. Quand on a une idée arrêtée, c'est qu'on s'est précisément arrêté de penser. Si on a une idée, c'est qu'on s'est fait une conviction, qu'on a arrêté de douter. Et donc, moi, ce que je trouve intéressant, justement, dans la question de l'écoute que vous soulevez, c'est de laisser parler les gens avec lesquels on n'est pas d'accord. Et de gratter derrière les formules toutes faites et les punchlines que l'on utilise sur Twitter dans des, vous savez, ces biais cognitifs qu'on appelle les biais de confirmation. C'est-à-dire que on est sensible dans un discours qu'aux idées avec lesquelles on est déjà d'accord. Et donc, notre vie est faite de biais de confirmation. On nous présente sur les réseaux sociaux des personnes avec lesquelles on est déjà d'accord. Nous vivons dans des bulles cognitives qui font que nous sommes simplement renforcés dans nos convictions. Et donc, l'idée du débat est très déstabilisante puisque pour une fois, il y a un élément d'extranéité, c'est-à-dire qu'on nous présente une idée qui est différente. Et donc, dans ces techniques argumentatives, la plus facile est effectivement d'aller sur des punchlines, d'aller sur des formules toutes faites. Et donc, l'intérêt, peut-être, si vous voulez véritablement débattre au risque de se fâcher, c'est d'aller questionner les choses et de dire, mais au-delà de ce que tu me dis par formule sur la vaccination, sur l'immigration, sur la GPA, enfin, tous les sujets qui vont être abordés, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? C'est quoi la source? Quelles sont les conséquences de ces propos que tu tiens? Et si on gratte un peu, peut-être que ça va être beaucoup plus friable qu'on ne croit. C'est-à-dire que finalement, vous savez, il y a une sorte de courage de la nuance. Et c'est beaucoup plus facile de dessiner une caricature que de dessiner un vrai portrait. Et donc, si on va un petit peu au-delà des formules toutes faites, on peut déstabiliser la personne sur deux choses, c'est-à-dire le fondement de ses idées et deux, les conséquences de ses idées. Donc, pensez-y si vous voulez vraiment débattre, ce qu'encore une fois, je ne recommande pas. Aller dans deux directions, les fondements de ce que tu dis et les conséquences de ce que tu dis. Oui, pardon. Allez-y, Perrine Naro. Et effectivement, je pense que on ne pourra pas forcément faire changer d'avis la personne en face, mais une des erreurs, c'est de vouloir donner des arguments contre, donner ses propres arguments, partir de là où on est, nous. Et comme disait Bertrand Perrier, je pense que l'idée, c'est de partir de la personne, d'où elle est, de lui poser des questions, de l'amener elle-même à aller plus loin dans ses conclusions. C'est-à-dire jusqu'où ça va, si elle croit vraiment ça, qu'est-ce que ça va donner ensuite. Donc effectivement, je vous rejoins complètement là-dessus. C'est faire parler l'autre, questionner l'autre pour l'amener éventuellement à évoluer. Le récit personnel est plus convaincant qu'un discours politique. Je pense que c'est la réflexion que chacun mène, c'est-à-dire aider une personne à réfléchir et à penser contre elle-même, est plus efficace que de parler contre elle. Oui, tout à fait. Oui, je comprends ce que vous voulez dire. Il y a une question que je me pose aussi, c'est certains mots, on le sait, dans l'actualité, sont parfois à la mode et sont brandis un peu comme des épouvantails pour caricaturer certaines pensées ou caricaturer certains débats qui ont lieu au sein de la société. Je pense au woke, je pense à intersectionnalité, enfin ces mots qui sont dont on connaît même pas vraiment le sens. J'imagine, est-ce que c'est correct, que pour espérer avoir un canal de communication avec une personne, il faut essayer d'éviter ces mots un peu fourre-tout, un peu épouvantails, non ? Moi, je pense qu'il faut les définir. Si jamais ils soit arrivent, les éviter, soit les définir. Si on vous dit, toi, t'es woke, parce que là, on parle du fait des gens qui, par exemple, qui initient le débat. Mais moi, je sais qu'on est beaucoup dans les familles à ne pas le demander à les initier, à essayer de passer entre les gouttes, mais on vient nous voir en mode, et toi, la féministe, et toi qui es woke, et toi, est-ce qu'on peut te faire la bise, sinon tu vas porter plainte. Enfin, c'est aussi ça, la réalité dans les familles. C'est pas que nous qui allons en offensive. Donc, comment réagir, par exemple, si on vous dit, toi, avec ton wokisme, qu'est-ce qu'on fait ?
Moi, je dis, écoutez, on est à un débat familial, donc on se tutoie. Tu me dis que je suis woke. D'abord, ne caricature pas, ne me dis pas ce que je suis, je vais te dire ce que je suis. Ne mets pas une étiquette, un anathème sur moi, je vais te dire ce que je suis. Et puis peut-être que woke, finalement, c'est pas un défaut, puisque étymologiquement, woke, ça veut dire être attentif, awake, aux préoccupations des autres. Donc finalement, oui, je peux être woke si être woke, c'est être attentif aux discriminations qui courent dans la société et être attentif à l'égalité des droits. Après, la question est de savoir si woke est simplement un mot qui dispense de l'argumentation, c'est le mot repoussoir, le mot anathème, ou est-ce que on va un peu au-delà? Et si tu me dis que je suis woke, peut-être est-ce que tu sais ou que tu ne sais pas que finalement, à l'origine, ce terme est un terme très positif. Oui, tout à fait. Perrine Henrot, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, donc c'est toujours une question de redéfinir le terme, savoir de quoi on parle, Pourquoi toi tu trouves ça négatif, alors que effectivement il y a une définition qui peut être positive. Dans votre livre Sauf qui parle, Bertrand Perrier, vous expliquez, alors j'ai bien compris qu'il n'existe pas de technique magique pour convaincre, mais il existe peut-être des outils dont on peut essayer de s'inspirer. Vous expliquez que pour convaincre notre logos, qui est le discours argumentatif, doit être le produit de la combinaison de l'éthos. L'éthos, c'est l'image que l'orateur veut donner de lui, avec le pathos. Le pathos, c'est l'idée que l'on se fait des arguments susceptibles de convaincre notre auditoire. Est-ce qu'on peut en dire un peu plus sur cette formule? Oui, je n'en suis pas l'inventeur. Autant vous dire que si c'était moi qui l'avais inventé, ça n'aurait aucun intérêt. En réalité, tout ça, on le sait depuis Aristote et la rhétorique il y a 2500 ans. Et donc, il explique qu'en effet, le logos, c'est-à-dire le discours argumentatif, est le résultat d'une tension entre les deux questions majeures que sont l'image que l'on veut donner de soi. Donc, quelle est ma petite musique personnelle? Dans la parole, il n'y a pas de règles prédéfinies. On peut être un tribun, on peut être au contraire quelqu'un qui parle par l'émotion, peut-être quelqu'un qui parle par la connaissance, ou peut-être quelqu'un qui se distingue par son courage. On doit trouver donc sa petite musique à soi et puis l'adapter ensuite à celui auquel on parle. Est-ce que je parle à quelqu'un qui est déjà convaincu? Est-ce que quelqu'un qui est à convaincre? Est-ce que quelqu'un que j'aime? Est-ce que quelqu'un que je n'aime pas? Est-ce que quelqu'un que je connais? Est-ce que quelqu'un que je connais pas? Est-ce que quelqu'un que jeune? Est-ce que quelqu'un de vieux? Est-ce que quelqu'un qui est de droite? Quelqu'un qui est de gauche? Quelqu'un qui est croyant? Qui n'est pas croyant? Et donc c'est finalement les deux questions qu'il faut se poser avant de prendre la parole. C'est qui suis-je et à qui je parle? Oui, sur cette histoire d'éthos, alors moi je me suis intéressée aussi à ça parce que je viens de m'associer avec deux formatrices pour créer une école de rhétorique qui s'appelle la Rhétorique Factory. Et donc, ce triangle persuasif, ethos, logos, pathos, est très important. Est-ce que vous disiez, si on vient vous voir à une réunion de famille en disant « Alors, et toi, la woke ou la féministe, qu'est-ce que t'en penses ?» Finalement, c'est que vous êtes précédé par un ethos préalable, c'est-à-dire qu'on vous a attribué une personnalité, des convictions, et qui va être très difficile pour vous de vous en débarrasser parce que, a priori, on vous attribue telle personnalité. Et c'est par le discours qu'on peut construire un ethos différent, éventuellement, pour détromper la personne qui est en face, mais c'est très difficile quand on est précédé par cet ethos préalable. Et le pathos, c'est aussi quelle est l'émotion que je veux déclencher chez la personne en face. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie, c'est-à-dire que le logo, c'est peut-être souvent une idée de rationalité, je vais montrer des arguments, de la logique, des preuves, et on oublie que dans tout discours, il y a aussi la dimension émotionnelle. Et donc au moment où je parle, qu'est-ce que je veux ou qu'est-ce que je vais déclencher comme émotion en face? Et ça, il faut y prêter attention aussi. Dans la réponse, il y a la question évidemment de la réfutation. Comment est-ce que finalement je montre un désaccord et comment je peux contre-argumenter? Alors il y a deux choses à mon avis qui sont détestables et dont on a parfois des exemples justement dans « mais toi tu es féministe » ou « toi tu es woke », etc. ou « toi tu es parisien », enfin, toutes les choses qu'on a pu entendre. C'est l'attaque que l'on dit ad hominem ou ad personam, peu importe la différence, mais ça vraiment c'est la pire des réponses. Et vous savez, dans les stratagèmes de Schopenhauer, les techniques pour avoir toujours raison, c'est vraiment la dernière, c'est-à-dire mettre l'autre en colère. C'est vraiment quand on n'a plus rien à répondre ou à rétorquer, eh bien on va jouer sur l'émotion et susciter la colère de l'autre. Enfin, c'est vraiment l'argument du désespoir, c'est l'insulte et susciter la colère de l'autre. En réalité, ce qui est intéressant, indépendamment de ce
qu'on a vu tout à l'heure sur aller creuser les conséquences et aller creuser les fondements, hein. C'est le caractère causal du raisonnement. En réalité, un raisonnement argumentatif, c'est toujours causal, c'est-à-dire je crois cela parce que ça, et les conséquences de mon idée, c'est ça. Et donc c'est toujours un enchaînement causal. D'ailleurs, le discours politique n'est fait que de cela. Si nous baissons les taux d'intérêt, la croissance repartira. Si nous affermissons la justice, la délinquance baissera. Donc toute la technique argumentative repose sur ces arguments de nature causale. Je crois peut-être que si vous avez un débat à mener, pensez non pas nécessairement à être dans la même filière que votre interlocuteur, mais peut-être à changer de filière. C'est-à-dire que peut-être il vous opposera des faits, il vous donnera des chiffres, des dates, des noms. Et pensez que, indépendamment de cela, il y a aussi des valeurs, des idées. Tu me dis cela, mais finalement, en termes de valeurs, est-ce que tu es prêt à assumer ça? Ou à l'inverse, il va parler de façon très abstraite. Vous voyez, oui, ces idées-là, elles sont très intéressantes, mais si on place sur le terrain des faits, est-ce que ça fonctionne? Pensez plutôt à un pas de côté plutôt qu'à une opposition frontale. Décaler un peu les choses. Soit... si on vous assomme de chiffres, vous pouvez répondre en racontant un récit personnel, là où vous avez forgé vos conditions. Si vous voulez, le chiffre, c'est une chose, c'est une réalité. Ce n'est pas ce qui est souhaitable. Donc, le chiffre, c'est une idée de s'incliner devant le réel. Or, ce que l'on veut dans un débat précisément, c'est le transformer. Donc ça, c'est l'idée de dire, là, j'ai des chiffres, des noms, des dates, ce que tu me dis, je ne dis pas que c'est faux. Je dis que ça n'épuise pas le débat parce que il y a au-delà de cela ce qui est souhaitable, ce qui est possible pour demain, pour changer les choses. Je ne me satisfais pas de ces chiffres que je ne remets pas en cause. À l'inverse, si vous avez quelqu'un qui plane et qui vous dit mais moi je pense que la mondialisation c'est là. Oui, peut-être, mais ce dont il faut se soucier aussi, c'est l'état réel des gens, et donc en fait, ce que tu dis ne fonctionne pas. Donc peut-être essayer, si vous voulez absolument débattre encore une fois, ce que je ne recommande pas, mais de bien penser à est-ce que je suis sur le terrain du fait ou est-ce que je suis sur le terrain de l'idée. Et si je suis sur le terrain du fait, effectivement, ce que vous disiez tout à l'heure sur le storytelling est évidemment très important, parce que le storytelling permet d'incarner les choses, de leur donner une dimension concrète. L'histoire a priori est vraie, et donc l'argument qu'elle sous-tend est vrai aussi. Donc si je raconte une histoire, j'ai plus de force argumentative que si je me cantonne à une idée abstraite. Vous avez eu, vous, une soirée de Noël qui a dégénéré ou un débat qui s'est mal passé, Bertrand Perrier ? Oui, inévitablement, bien sûr, parce que nos familles sont diverses et que en réalité... Ça a été quoi le sujet de la discorde ? Les sujets sont multiples et nombreux. Et alors, j'exerce un métier, le métier d'avocat, qui véhicule toutes sortes de caricatures. Ah oui, donc vous aussi, on vous a dit, toi, tu es le défenseur des violeurs. Enfin, oui, c'est ça. Alors, c'est la technique classique de... Tu es un mercenaire de la parole, tu es un menteur rémunéré, tu ments à hauteur de tes honoraires, enfin, toutes les caricatures, mais que je peux comprendre, que véhicule notre métier. Donc c'est pour ça que vous vous êtes dit Noël terminados, plus de conversation. Non, mais parce que en réalité, pourquoi est-ce que Noël pose cette question-là? C'est que en général, nous choisissons les gens avec qui nous dînons. Or, pour Noël, nous ne les choisissons pas. C'est notre famille, et donc il y a un passage obligé. En général, quand on choisit ses interlocuteurs, on les choisit pour que ça se passe bien. Pourquoi est-ce que le thème de notre studio, de notre émission, est aujourd'hui celui-là? Parce que dans quelques jours, nous allons être confrontés à des réunions obligées avec des gens que nous n'avons pas choisis. Et donc, effectivement, moi, j'ai été confronté 1000 fois, familialement, à des caricatures sur mon métier qui sont désagréables. Mais encore une fois, soit vous claquez la porte et vous ne vous revoyez plus, soit vous lui dites, écoute, je veux bien t'expliquer pendant 2 heures en quoi consiste son métier. Est-ce que c'est vraiment ce que tu souhaites, ou est-ce que tu souhaites qu'on ait une conversation légère et qu'on passe à la dinde? Perrine Henrot, j'aimerais qu'on essaye d'arriver aussi à quelque chose d'un peu peut-être concret. Quand vous délivrez des formations, qu'est-ce que vous donnez comme conseil pour construire une argumentation qui soit convaincante? Est-ce qu'il y aurait par exemple une règle d'or? Est-ce qu'il faut être bref? Est-ce qu'il faut être drôle? Est-ce qu'il faut être léger? Est-ce qu'il faut être carré sur le fond? Enfin, quels sont les conseils que vous délivrez? Je pense que la première chose, c'est de se poser la question à qui je parle. À qui je parle, voilà, comme on disait. Donc voilà, adapter son discours à son auditoire, premier Absolument. point. Adapter son discours à son auditoire. Donc si on parle à ses grands-parents, on peut essayer de se dire, bon, eux, c'était quoi à leur époque? Leur poser, voilà, en quoi ça résonne avec comment ils ont été élevés? Absolument. Quelles sont leurs valeurs? Quel est leur vécu? Qu'est-ce qui est important pour eux? Si je veux expliquer le féminisme à ma grand-mère, je peux lui dire, bah voilà, moi, j'aimerais pouvoir être plus libre que les femmes de ta génération l'ont été. Qu'est-ce que vous conseilleriez, par exemple, pour dire ça?
Pour expliquer le féminisme à ma grand-mère. À une grand-mère, voilà, une femme qui dit mais je comprends pas, qui aurait le sentiment que nous, maintenant, notre génération, les jeunes femmes, on est libres, et qui comprendrait pas. Qu'est-ce qu'on lui dirait ? Je pense que moi, je fonctionnerais par questionnement. En fait, je ne suis pas sûre que dans le cadre, en tout cas familial, il faille mamie, absolument... est-ce que toi, dans ta vie, il y a eu des rêves que tu n'as pas pu réaliser ? Voilà, qu'est-ce que tu aurais aimé éventuellement, toi, réaliser, mamie, quand tu étais plus jeune ? Qu'est-ce qui t'a manqué dans ta vie ? Et puis après, même aller sur qu'est-ce qui te gêne dans le féminisme. C'est une belle question même de demander est-ce qu'il y a des rêves que tu n'as pas pu réaliser, même au-delà d'une argumentation. Enfin, c'est une belle question, je trouve. Oui, moi je suis plus notamment dans le cadre familial, mais même dans un cadre professionnel, c'est d'être sur le questionnement. Et pourquoi pas même aussi sur ce qui gêne les gens, c'est-à-dire qu'est-ce qui te dérange dans la posture de féministe ? Oui. Parce que à ce moment-là, les gens sont amenés à se confronter à leurs propres contradictions parfois. Oui, tout à fait. Et voir s'ils ne savent pas répondre à cette question, peut-être ça les fait évoluer. Et en même temps, comme on a beaucoup de biais, souvent le fait d'aller sur un terrain où les gens ont déjà une conviction ne fera que les renforcer dans leur conviction. Et on aura du mal à les convaincre. Donc je pense que le préalable pour que ça se passe bien, c'est qu'effectivement, dans un débat, tout le monde ait envie de progresser, envie de bouger, envie d'avancer. Et c'est pas toujours le cas. Généralement, comme le dit Schopenhauer, les gens ont envie de défendre non pas la vérité ou pas d'arriver à une certaine vérité, mais de défendre leur position. Qu'est-ce que c'est ce livre de Schopenhauer dont vous nous parlez là, qui a l'air extrêmement intéressant ? C'est quoi ? Il a écrit L'art d'avoir toujours raison, L'art d'avoir toujours raison, ouais. C'est un nombre de stratagèmes qui font que les gens essaient de sortir la tête haute d'un débat plutôt que d'avancer sur le sujet lui-même. Et donc ça peut aller jusqu'à l'attaque de la personne en face, bien sûr. Oui, parce que dans un débat se joue aussi, surtout quand on a un débat entre deux personnes devant d'autres gens de notre famille, on joue aussi exactement notre ego, notre fierté. Ouais. On n'a pas envie d'apparaître comme quelqu'un qui va parfois se laisser avoir, enfin pas avoir, mais qui a à court d'arguments. On n'a pas pensé à cette dimension-là, mais il y a aussi une dimension d'image quand on débat avec d'autres personnes autour. Il y a une dimension d'ego absolument qui est là. Et Schopenhauer disait, c'est l'amour de la vérité disparaît sous l'amour de la vanité. Enfin, on est plus sensible à ce qu'on est, à notre image, à ce qu'on produit. L'amour, redites-le, pardon, c'est passé vite. Je ne sais pas si c'est les termes exacts, l'amour de la vérité, en tout cas, plutôt que... On oublie la vérité pour faire passer la vanité. L'amour de la vérité disparaît sous l'amour de la vanité. Ah oui, ouais. C'est très joli. Allez-y, continuez, pardon. Et donc oui, je crois que c'est là le grand problème, c'est que les gens n'aiment pas avoir tort, et donc changer d'avis, ça demande beaucoup d'ouverture d'esprit, et ça fait partie, je pense, des grandes difficultés de l'espèce humaine, c'est de valoriser le fait de changer d'avis. Et on le voit dans tous les débats politiques. Je repense au débat qu'il y avait eu entre Mélenchon et Zemmour qui attaquait Mélenchon en disant mais Mélenchon d'aujourd'hui n'est plus le Mélenchon d'hier. Et Mélenchon disant, alors c'est pas du tout pour défendre Mélenchon, mais disant oui, j'ai évolué. Mais ce qui est valorisé beaucoup dans le débat public, c'est le fait de rester sur la même position. Et je pense que c'est ancré en chacun d'entre nous, sans doute une question d'intégrité, mais la conservation de sa position est plus valorisée que quelqu'un qui va effectivement changer, puisqu'on va utiliser des expressions du genre « il retourne sa veste » ou « il n'est pas cohérent ». Et donc je pense que il y a quelque chose là-dedans, la peur de ne pas être cohérent. C'est ça. Et accepter de Alors changer que d'avis, c'est une richesse d'esprit d'être capable de se remettre en question et de faire évoluer ses convictions. C'est la preuve aussi d'une grandeur d'âme. Moi, j'en suis persuadée. C'est l'ouverture d'esprit, et c'est tout l'intérêt du débat. Et aller dans un débat, c'est pouvoir justement échanger, avancer sur des sujets qui ne sont jamais fixes. Et peut-être aussi, l'erreur vient de ça, c'est de penser qu'il y a une vérité, alors que finalement, on est dans le domaine en rhétorique du vraisemblable et pas de la vérité, et qu'il y a sinon, il n'y aurait pas de débat, d'ailleurs. Mais des gens arrivent avec des causes absolues. Donc, une cause absolue, on ne peut pas en débattre. Oui, tout à fait. Alors, je suis contrainte, hélas, d'interrompre notre débat, justement, quelques petites secondes. On se retrouve juste après cette mini-pause. Merci d'être avec nous, c'est toujours On peut plus rien dire. Nous sommes en train de nous demander comment faire pour gagner les débats de Noël si vous choisissez d'en avoir, ou du moins de pouvoir les supporter, ou du moins d'essayer d'en tirer quelque chose. Avec moi pour répondre à ces questions, l'avocat et professeur d'art oratoire Bertrand Perrier et la coach en prise de parole, artiste et autrice
Perrine Enro, il y a une question que j'aimerais vous poser, que je pense aussi est essentielle. C'est finalement, quand les gens parlent, est-ce qu'ils disent ce qu'ils pensent vraiment ? Parce que parfois, on répète des choses qu'on a entendues à droite à gauche et on n'est pas forcé. Enfin, il y a une partie de toute la communication qui sont des propos qu'on balance comme ça sans trop y réfléchir. Perrine Enro, allez-y. Oui. Je pense qu'effectivement, on est très influencé par ce qu'on a entendu, que notre peut-être paresse ou un de nos biais intellectuels cognitifs serait de pas aller vérifier. C'est plus facile de croire que de vérifier. Et donc, on va effectivement, je pense, volontiers répéter des choses qu'on a entendues, et d'autant plus qui vont confirmer notre conviction, puisqu'on a ce biais de confirmation. On ne va entendre que ce qui vient confirmer ce qu'on croit déjà. Donc après, est-ce que c'est de la mauvaise foi ? Pas forcément, mais c'est une croyance profonde que tout prouve ce qu'on croit. Bertrand Perrier. Oui, au-delà du biais de confirmation, il y a un autre biais cognitif bien connu, qui est le biais de disponibilité. Le biais de disponibilité, c'est effectivement que on ne va pas chercher d'autres informations que celles qui nous viennent automatiquement. Et donc, on ne va pas chercher au-delà à vérifier, à recouper. C'est le travail des journalistes d'ailleurs. Et donc, on arrive en effet avec des pensées, mais c'est bien normal, qui nous viennent des médias, qui nous viennent des réseaux sociaux, qui nous viennent des livres, qui nous viennent des films, et donc nous bâtissons avec cela une idée, mais ce qui me paraît essentiel, encore une fois. Je pense aux petites phrases que parfois on a tous et on lance sans trop s'en rendre compte, où on arrive, je sais pas, quelque part et on va dire je sais pas encore, c'est relou de gréviste, enfin quelque chose qu'on conscientise même pas. Alors on n'est même pas dans le cadre du débat, c'est des phrases qu'on répète sans presque même y penser, non ? Mais la grève n'existe pas sans nuisance. Le principe d'une grève, c'est qu'elle nuit. Exactement, oui, c'est le principe, elle n'est pas une grève. Donc, un gréviste est nécessairement relou. Mais ça ne veut pas dire qu'on est anti-gréviste, forcément. Voilà, on peut parfois avoir une plainte ou une parole comme ça, mais qui détermine pas derrière notre pensée politique profonde. Aller chercher les fondements et les conséquences. Le fondement, c'est quoi ? Est-ce que tu considères que finalement, les gains sociaux qui ont eu lieu dans les années précédentes n'ont rien à voir avec des mouvements qui ont entraîné des gènes. Donc, quel est le fondement de ton idée ? Et puis, la conséquence, c'est quoi ? On va interdire le droit de grève. Et donc, est-ce que finalement, toi-même, qui es peut-être salarié par ailleurs, tu as intérêt à gagner à cela ? Donc, la punchline, c'est une façon de réduire la pensée. Et comme toute réduction, ça n'est pas très intéressant. L'idée, c'est au contraire d'entamer un mouvement d'expansion de la pensée vers les fondements et les conséquences. Il y a juste une chose que je voudrais dire, c'est que dans le débat, il y a une première exigence, c'est la dérision de soi-même. Si on n'a pas une capacité d'autodérision, on ne peut pas débattre. Si on fait de ces idées un absolu, on ne peut pas débattre. Donc la question de l'autodérision est absolument essentielle. Il faut se dire que tout cela n'est pas si grave. Si on a donc des convictions qui ne sont pas forcément des absolus qu'on veut défendre, donc les conseils que vous donnez, si j'ai bien retenu, c'est donc de se mettre à la place de son auditoire, s'y adapter, lui poser des questions, rire de soi-même. Est-ce que vous voulez rajouter est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres outils ? Je pense qu'il faut accepter que les autres ne fonctionnent pas forcément comme nous. Et notamment, je pensais en vous écoutant, le côté... Il y a des gens qui sont extravertis au sens où ils vont parler et élaborer leurs pensées au moment où ils parlent, et donc effectivement peut-être des phrases qui vont venir comme ça sans y avoir pensé au préalable, alors que d'autres vont avoir besoin de vraiment réfléchir et prendre la parole qu'une fois que c'est mûrement pesé. Et souvent, il y a des heurts qui viennent de ça, parce que quelqu'un lance quelque chose comme ça en l'air, parce que ça lui passe par la tête, et non, mais j'ai dit ça, mais... Oui, j'y ai pas pensé avant. Donc c'est aussi ce double mode de fonctionnement, et ce qui rend parfois les débats difficiles, parce que ceux qui ont besoin de réfléchir avant de parler, on va dire ça comme ça, il n'y a pas de notion de... c'est pas mieux ou moins bien, hein, c'est juste des manières de fonctionner différentes. Souvent, on n'ont pas beaucoup la parole dans les débats de famille, puisque c'est ceux qui sont très extravertis qui vont parler plus vite. Oui, il y a souvent une frustration dans les débats de famille ou entre amis, de parfois pas réussir à dire ce qu'on pense, ou à pas réussir à en placer une. Comment faire quand on ressent cette frustration ? Je pense qu'on peut toujours utiliser ce qu'on appelle la métacommunication, c'est-à-dire de parler de ce qui est en train de se passer. Au lieu de parler du sujet, on parle plus du vaccin, on parle de comment on est en train de fonctionner ensemble. Peut-être, écoutez, excusez-moi, est-ce que je peux vous interrompre une seconde, par exemple ? Parce que ça fait...
voilà, je me sens un peu frustrée parce que ça fait un quart d'heure qu'on débat sur le vaccin et j'ai pas pu donner mon opinion. Donc ça, c'est de la métacommunication, c'est-à-dire j'essaye de rétablir des règles du jeu de ce qui est en train de se passer. Et d'ailleurs, peut-être qu'on devrait le faire déjà au départ, quand on commence un débat, se dire attends, on va parler de ce sujet, est-ce qu'on peut poser des règles ? Est-ce qu'on peut poser des tours de parole, comme vous en posez d'ailleurs, des règles pour le débat qu'on est en train de faire aujourd'hui, pour l'émission, des tours de parole, du respect, de l'écoute, de pas interrompre, de laisser la personne aller jusqu'au bout, et peut-être voir est-ce que je parle pas trop par rapport à l'autre. Alors ça, ce serait révolutionnaire, je pense, si on arrivait à instaurer ça dans les familles, de faire un tour de parole quand on a un débat politique. Là, je trouve que si on arrive à faire ça, on a déjà changé le monde un petit peu. C'est beau, ça, comme espérance. Oui, et c'est pas facile. Moi, je l'ai expérimenté. J'ai 3 sœurs et une mère qui est encore là. Et un jour, justement, sur un sujet délicat, on s'est dit, on va, au lieu de chacune y aller de son avis, on va mettre des tours de parole, mais faire un double tour de parole, qui est un protocole assez intéressant. Donc chacune parle pendant, je crois qu'on a mis 3 minutes, et après, il y en a une autre qui parle sans interruption, sans rebondir, et on fait 2 fois le tour comme ça. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir la richesse, pour le coup, des idées qui émergent, mais ça crée une frustration énorme de ne pas pouvoir dire ce à quoi on pense au moment où on y pense. Oui, c'est sûr. Mais c'est beaucoup plus riche, souvent. Franchement, en tout cas, je trouve ça très, très inspirant comme technique. Bertrand Perrier, dans votre livre, vous évoquez la différence entre la parole du jour et la parole de la nuit. Celle de la nuit est personnelle, salvatrice, sincère, longue. Je pense que quand on lit ça, quand on entend ça, on a tous en tête des longues conversations de nuit, des confidences, des moments beaux et privilégiés comme ça qu'on a pu avoir entre proches. Comment on peut essayer d'instaurer, en tout cas, cette atmosphère, cette douce parole de la nuit? À Noël ou ailleurs, on n'est pas obligé de rester kéblo sur Noël. Comment on fait justement pour instaurer cette parole de la nuit, selon vous? Non, mais la parole de la nuit, elle est très particulière. J'ai voulu faire un chapitre là-dessus, parce que comme je parle de la parole qui sauve, parmi les gens qui me paraissent sauvés par la parole, il y a les gens qui font les libres antennes la nuit à la radio. Et je trouve ça assez incroyable. Il y en a eu de tout temps, des gens qui ont créé ce cocon protecteur, alors que des centaines de milliers de personnes écoutent, mais on a l'impression d'être dans un confessionnal et de dire des choses qu'on ne dirait pas à ses plus proches amis, dans l'idée illusoire évidemment que personne n'écouterait. Et il y a des gens comme cela qui arrivent à créer une atmosphère propice à la confession dans des espaces qui en réalité sont des espaces publics dont ils parviennent à faire oublier qu'ils le sont, et je trouve ça très beau. Et je n'exclus pas qu'ils aient véritablement sauvé des vies, parce que lorsque l'on est au fond du désespoir et que évidemment la nuit, la solitude, la longueur du temps renforcent ce désespoir, eh bien les libres antennes, comme elles s'appellent, permettent peut-être de trouver un dernier exutoire avant l'irréparable. Et je crois que les paroles nocturnes permettent cette sincérité, cette authenticité, cette vérité de la parole dans des choses qui ressortent de l'intime absolu. Et je ne suis pas sûr que, encore une fois, le temps du réveillon soit propice à cela. Mais parce dans que... sa vie, non, mais il n'y a si pas que vous Noël voulez... dans la vie. Je veux dire, il y a d'autres occasions avec les gens, avec nos proches. Comment on fait pour essayer d'instaurer justement cette douceur, ce cocon, pour créer cette parole qui sauve, comme vous dites? Mais c'est parce que c'est un espace de non-jugement en réalité qui s'instaure. Lorsque Olivier Delacroix parle, d'abord il a un temps infini. Il me raconte qu'un jour il a passé 1h30 avec la même personne. Donc on se dit qu'on n'a pas de limite de temps, qu'on n'a pas de cadre, qu'on va pas s'interrompre, qu'il n'y a pas de journal, qu'il n'y a pas de pub, qu'il n'y a pas de chanson, que vous avez le temps de m'expliquer vos problèmes, qu'on va dialoguer, et que lui-même n'est pas là pour juger, il est là simplement pour accoucher. Perrine Henrot? Oui, je connaissais pas cette expression parole de la nuit. Je trouve ça très beau, et c'est vrai que ça me parle beaucoup aussi. Je pense qu'on a la nuit une protection déjà du fait qu'on ne se voit pas ou qu'on se voit moins. Donc on lâche l'apparence physique. Il reste plus que les voix qui traduisent tellement de choses, tellement d'intimité. Et peut-être déjà il y a cet élément-là, la nuit. C'est-à-dire qu'on n'a plus que les voix. J'aime bien aussi l'idée pour créer cette atmosphère-là, donc à la fois d'avoir moins de lumière, mais aussi peut-être de se placer à côté de la personne. Souvent, quand on débat, on est face à face. Et dans le face à face, il y a une confrontation.
les fronts sont confrontation, le mot front, et se placer à côté. C'est souvent ça, ces grandes discussions, on est plutôt sur le canapé, pas dans une position relâchée, il y a quelque chose de nos défenses qu'on va lâcher pour entrer dans cette intimité et faire finalement de la personne qui était peut-être un adversaire au départ, un partenaire. Merci, c'est une très belle image d'imaginer du coup une discussion douce et lente à la nuit tombée. On imagine même la neige qui tombe, voilà, quelque chose qui soit de l'ordre du partage et non forcément de l'affrontement, même si on pense différemment. Oui, c'est de se placer du même côté pour regarder ensemble quelque part, au lieu de se regarder face à face, c'est d'avoir une joute, de riposter. Donc c'est un accueil. Et puis moi, il y a une image que j'aime bien, si jamais on est face à face, et j'ai pratiqué l'aïkido, et dans l'aïkido, quand on a alors c'est pas un adversaire, nous on disait dans notre école c'était un partenaire, mais bon, le partenaire qui attaque, puisque il vient vers nous, eh ben on va le laisser passer. C'est-à-dire on va sortir de la ligne d'attaque. Sortir de la ligne d'attaque pour l'accompagner dans son mouvement, et éventuellement ensuite sans le mettre à terre, mais c'est d'abord je ne me mets pas de manière frontale et je ne mets pas mon énergie contre l'énergie de l'autre. J'accueille l'énergie de l'autre et je l'emmène. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. C'est un très joli mot de la fin. J'accueille l'énergie de l'autre et je l'emmène. C'est déjà la fin. Un grand merci d'avoir été avec nous. Merci à nos invités Bertrand Perrier, Perrine Enrault. Merci à notre chargée de production Charlotte Bex. Merci à notre réalisatrice Alice Ninin. On peut plus rien dire, c'est le nouveau podcast de Binge Audio, tous les vendredis sur toutes les applis. Nous, on se retrouve début janvier après une petite pause pour les fêtes de fin d'année. D'ici là, vous allez nous manquer. Mais je compte sur vous pour essayer de diffuser et de répandre cette fameuse parole de la nuit.